Bon, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à venir vous installer. Donc moi, c'est Nadia, militante bénévole chez Nous Toutes. Et ce week-end, donc, nous fêtons les 5 ans de Nous Toutes. Et nous sommes plus que ravis de vous avoir avec nous. On a rencontré des personnes extraordinaires. C'est trop bien, on est trop contente. Merci d'être là pour ce moment de partage et de travail. Et comme vous le voyez, donc c'est le thème, c'est lutte contre l'extrême droite, un combat féministe. Alors pour tout vous dire, on avait choisi ce thème quelques temps avant que Nahel ne soit tuée à Nanterre. Alors il faut le dire, le répéter, le re-répéter, parce qu'apparemment il y a des personnes qui doutent de la réalité. Donc être perçu comme un jeune homme noir ou arabe entraîne un risque 20 fois plus élevé de subir un contrôle de police. Depuis 2017, le nombre de personnes tuées suite à un refus d'obtempérer a été multiplié par 5. En une année, ce sont 13 personnes qui ont été tuées. Et combien n'ont pas été filmées? Lui, Nahel, a été filmé et s'en est suivi une révolte. En tant que féministes, nous nous joignons à la douleur extrême des familles, des mères, des sœurs, des compagnes, mais aussi des pères, des frères et des amis. Depuis la mort de Nahel, notre colère et notre indignation n'ont fait que croître. En tant que féministes qui combattons les violences, la libération de la parole haineuse et l'avancée des idées d'extrême droite nous indignent et nous révoltent. Certaines de nos entourages féministes douteront peut-être. Ah, mais c'est pas le même combat, vous mélangez tout, on ne peut pas être sur tous les fronts. Eh bien, sachez que cette lutte est historiquement féministe. Seulement quelques exemples qui nous ont révoltés ces derniers temps, ces derniers jours, là. Des syndicats de police publient un communiqué de presse d'une violence sidérante, utilisant des termes pour qualifier des citoyens français de hordes de sauvages, de minorités violentes, de nuisibles. Et tout cela sans la moindre réaction du ministre de l'Intérieur, ce qui signifie qu'il le cautionne et même l'encourage. Nous en appelons bien évidemment à sa démission. Ça me donne des frissons, vous savez pas. Ensuite, une autre des choses, des innombrables choses qui nous ont révoltés, c'est évidemment la cagnotte de la honte. Alors, plus de 85 000 personnes... Plus de 85 000 personnes ont récompensé financièrement l'auteur de l'exécution de Nahel, 17 ans. Et aucun membre du gouvernement n'a condamné cet affront. Nous en appelons à leur responsabilité. Démission. Une sénatrice LR a tenu au sein du Sénat des propos racistes et sans complexe. Je la cite. Oui, vous allez me dire que la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Moi, ça m'interroge. Mais moi, madame la sénatrice, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce que vous imaginiez être un Français? C'est quoi votre représentation d'être Français? Moi, j'aimerais vraiment, ce qui m'interroge, c'est de savoir si moi, je suis française pour vous. Alors, je vous réponds sans ambiguïté. Nous sommes et nous resterons français et françaises, que vous le vouliez ou non, que ça vous dérange ou non, et nous nous battrons pour préserver la France et ses valeurs. D'autres points qui nous ont révoltés et nous ont fait tilter et nous ont beaucoup rappelé nos combats contre les violences de genre. Par exemple, Monsieur le garde des Sceaux dit qu'il va péter les comptes des personnes qui se sont joints en révolte. Donc c'est donc possible. Alors nous exigeons le pétage de compte des pédocriminels, des cyberharceleurs et de toute leur bande. Un autre élément qui nous a fait tilter, qui nous a rappelé des souvenirs très récents,
Encore une fois, monsieur le garde des Sceaux propose de distribuer des flyers pour rappeler les parents à leurs obligations. Et ça nous rappelle beaucoup ceux qui ont été distribués pour les victimes de violences de genre. Alors, victimes, on vous croit, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes responsable de rien. Un autre des éléments qui nous a dit « ça ressemble un peu à nos combats », la diabolisation des victimes de crimes racistes ne va pas sans rappeler cette même stratégie de décrédibilisation qui touche les femmes lorsqu'elles portent plainte. Et pour clore cette introduction, permettez-moi de vous lire un passage d'un article signé par la sociologue et écrivaine Kawthar Archi suite au crime dont a été victime Nahel. Si eux, alors, vont sans révolte, je voudrais dire que nous, qui refusons l'ordre du racisme et de sa violence, nous n'irons pas dans le calme, nous n'irons pas dans la paix, nous n'irons pas sans révolte, nous n'irons pas sans lutte, sans résistance. Nous n'irons pas sans organisation, sans rassemblement, sans manifestation. Nous n'irons pas sans vérité, nous n'irons pas sans justice. Et on voulait ajouter, nous irons fortes et nous irons fières. Parce que plus que jamais, il y a urgence à construire une riposte stratégique face à une idéologie haineuse et ultra-organisée. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous des expertes sur le sujet. Alors, je vous présente Asia, membre de 1001 Queer et cofondatrice de l'Observatoire des violences racistes. Un accueil pour Asia. Ensuite, nous avons Daphné, journaliste indépendante spécialisée dans le suivi des extrêmes droites et des féministes. Un applaudissement pour Daphné. Et Laetitia, masterante en études de genre à Paris 8, assistante de recherche chez European Alternatives et membre de Voix des Terres. Merci de les accueillir comme il se doit. C'est parti! Alors, bon, évidemment, il y a plein de choses à dire sur cette idéologie, mais on va essayer d'être aussi courte que possible et aussi concrète que possible. Donc, on ira en 3 points. Pourquoi l'idéologie d'extrême droite est incompatible avec le féminisme? Donc ça, ce sera un petit tour de table, un petit tour de chauffe. Ensuite, quelles sont leurs stratégies déployées? Une partie essentielle, comment les contrer, comment nous pouvons lutter au mieux. Et enfin, il y aura un temps de questions-réponses avec vous, donc préparez vos questions, je suis sûre que vous en avez plein. Alors, si ça vous va, on va commencer par un tour de table. Pourquoi l'idéologie d'extrême droite est incompatible avec le féminisme? Je vais commencer. Je vais rappeler une évidence qu'on peut notamment voir et observer dans des pays de l'Union européenne qui sont gouvernés par l'extrême droite. On voit qu'il y a ces pays, notamment la Pologne et la Hongrie, qui restreignent l'accès aux femmes à l'IVG. Ça a pu être observé également dans d'autres pays extra-européens, mais je ne vois pas comment on peut se revendiquer féministe et ne pas permettre aux femmes d'avoir accès à l'IVG. Bonjour. Oui, salut. Je pense que la réponse la plus évidente, c'est aussi que toutes les idéologies d'extrême droite, et je le mets bien au pluriel, parce qu'il y a tout un tas de formes d'extrême droite différentes, on reviendra dessus après, toutes ces idéologies sont soit profondément réactionnaires, soit profondément conservatrices, et que ce soit la réaction ou le conservatisme, c'est des choses qui s'opposent par nature à tout ce qui est le féminisme, en fait, et tout ce que sont les féminismes, au pluriel aussi. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure, je pense. Bonjour.
Je pense que beaucoup de choses ont été dites et qu'on va revenir sur d'autres éléments, mais l'extrême droite se construit en fait sur des arguments misogynes et sur une vision du genre extrêmement binaire. Donc je pense que déjà ça, il y a des questions à se poser sur est-ce que c'est féministe ou pas, et aussi quelles sont les femmes que le prétendu féminisme d'extrême droite défend. Super, merci, c'était très clair et ça a posé les bases, quoi. Trop bien. On va passer à la partie pourquoi, non pas pourquoi, en quoi l'idéologie d'extrême droite est LGBTQIA+ phobe. Donc Assia, si tu veux. Alors l'extrême droite a tendance à se positionner, notamment en France, comme étant un parti qui se préoccupe de la sécurité des personnes queer. En réalité, c'est une idéologie homonationaliste qui est déroulée. En gros, c'est dire que les personnes racisées, et notamment celles issues du Sud global et vivant en Occident, sont la principale menace contre les personnes LGBTQIA+. Mais quand on gratte un tout petit peu le vernis, et sans aller bien loin, on se rend très rapidement compte que non seulement ils se servent des queers pour servir leur discours raciste, mais qu'en plus, ils représentent eux-mêmes une vraie menace pour ces personnes. Et c'est une menace très concrète. Rien que dans les pays européens gouvernés par l'extrême droite, le constat est assez effarant. En Pologne, la politique anti-LGBT est très présente et assumée par le gouvernement. En 2019, ils ont mis en place des zones dites libres de l'idéologie LGBT, où il est possible de refuser l'accès à son établissement à une personne juste parce qu'elle est LGBT. En Hongrie, en 2020, il a été inscrit dans la Constitution que la mère doit être une femme et un père un homme. Inscription purement et strictement transphobe. En 2021, c'est une loi anti-LGBT qui a été adoptée et qui interdit toute représentation des personnes LGBT. En Italie, cela fait quelques mois que Meloni est au gouvernement et elle a déjà déclaré la guerre aux familles LGBTQIA+. Récemment, le parquet a demandé au tribunal de modifier les actes de naissance d'une trentaine d'enfants nés d'une PMA à l'étranger et reconnus civilement comme étant les enfants de deux mères. L'objectif est très clair, c'est de faire apparaître uniquement le nom de la mère qui a porté l'enfant. Une circulaire demande également aux mères de ne plus transcrire les actes de naissance des enfants nés d'une PMA ou d'une GPA à l'étranger. Sans surprise, on voit qu'au Parlement européen, les extrêmes droites européennes sont alignées sur leur position LGBTophobe. Elles, dont le Rassemblement national, ont voté contre toutes les résolutions en faveur des personnes queer. En France, pour rappel, le Rassemblement national a voté contre la PMA. Il a beau tenir un discours de façade progressiste, sa base militante reste profondément LGBTophobe. Ils l'ont bien démontré ces derniers mois, puisqu'il y a eu dégradation du centre LGBT de Tours, des actions contre des lectures de drag queen, une mobilisation contre un concert de Bilal Hassani juste parce qu'il est gay, et j'en passe. L'extrême droite est profondément LGBTophobe. Même si elle compte dans ses rangs quelques mecs gays qui sont out, même si elle prétend ne pas vouloir porter atteinte aux droits des queers, il ne doit pas y avoir de féminisme sans les queers, tous les queers. Merci beaucoup Assia, et j'espère que pendant les applaudissements tu as pu reprendre ton souffle parce qu'on continue avec toi, à savoir pourquoi le racisme est incompatible avec le féminisme. Apparemment c'est pas un élément acquis par toutes et Alors non seulement le racisme est incompatible avec le féminisme, mais en plus l'antiracisme et le féminisme sont interconnectés. Je le rappelle, le racisme et le patriarcat sont tous les deux des systèmes de domination et d'exploitation d'individus considérés inférieurs en raison d'une construction sociale. Être féministe, c'est lutter contre un système d'oppression. Être raciste, c'est en alimenter un autre. C'est pas compatible. N'oublions pas que tous les systèmes de domination se renforcent entre eux. Les biais racistes que peuvent avoir des féministes ont pour conséquence d'exercer des oppressions sur d'autres femmes. Et ce parce qu'elles sont racisées ou appartiennent à un culte, mais aussi parce qu'elles sont femmes.
Ces mêmes biais placent ces féministes dans une position paternaliste et coloniale vis-à-vis de ces femmes. Je vais prendre un exemple très concret, c'est celui des femmes musulmanes voilées. Refuser leur choix de porter le voile et vouloir leur interdire, c'est leur imposer une certaine vision du féminisme et de l'émancipation. Je dirais même que c'est une injonction blanche, paternaliste, raciste, islamophobe et coloniale. De plus, n'oublions pas qu'être une femme dans une société patriarcale est difficile. Être femme et être racisée l'est davantage. En plus de lutter au quotidien contre les oppressions sexistes, les femmes racisées sont sans arrêt renvoyées à leurs origines réelles ou supposées et se battent aussi contre les discriminations et les violences spécifiques. Autrement dit, il est important que les féministes reconnaissent que les femmes racisées sont confrontées à des formes spécifiques de discrimination et de violence qui s'ajoutent aux inégalités et violences liées au genre. En tant que féministe, il est donc crucial de lutter contre le racisme et très concrètement, le féministe doit être antiraciste et même intersectionnel. Merci beaucoup, Assia. On va voir en quoi les conséquences donc, de l'idéologie d'extrême droite ne sont pas les mêmes pour tous et tous. Donc Laetitia, si tu veux. Pour résumer déjà un peu ce qui a été dit jusqu'ici par Nadia et Aïssa, ça paraît évident du coup pour nous que féminisme et extrême droite sont incompatibles, parce que l'idéologie d'extrême droite est par nature haineuse, enfin elle est misogyne, elle est homophobe, elle est raciste, elle est islamophobe, comme on a dit, mais elle est aussi antisémite, elle est aussi xénophobe, elle est aussi validiste et profondément eugéniste. L'argumentaire d'extrême droite, il se base en fait sur le refus d'attribuer à certaines personnes le statut d'humain et d'humaine, et aussi le refus de leur donner une place dans la nation, qu'il s'agit vraiment de protéger à tout prix. Et pourtant, comme Daphné va développer plus tard, l'extrême droite, qui a longtemps été identifiée un peu comme un boys club masculin, elle séduit de plus en plus d'actrices femmes qui se revendiquent féministes et qui se présentent en fait comme les véritables défenseuses des droits des femmes. Mais la question, un peu comme on a dit en introduction, c'est de quelles femmes? Et quand on regarde leurs politiques qui sont prétendument féministes, on voit qu'elles mettent littéralement en danger tellement d'individus et tellement de femmes. Et si on prend les violences de genre, par exemple, qui du coup sont le sujet clé de nous toutes, mais aussi personnellement dans mes recherches, l'extrême droite développe des rhétoriques autour des violences sexistes et sexuelles, où les victimes sont toujours des femmes cis blanches, et où les auteurs sont exclusivement des hommes racisés, migrants, étrangers, musulmans, alors que factuellement, enfin statistiquement, on sait que c'est faux, et que les violences sexistes et sexuelles, elles sévissent partout. Mais le but, c'est vraiment pas de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le but, c'est de créer une distanciation et une altérisation. Enfin, c'est de dire, il y a nous contre eux, LE, et il y a nos sociétés supposément post-patriarcales où les femmes sont protégées et libérées, et des sociétés violentes. Et du coup, le but, c'est vraiment de faire ce que Kawthar Archi nomme une racialisation des questions sexuelles ou une sexualisation des questions raciales. Et en gros, la finalité, c'est de justifier idéologiquement un traitement différencié des populations racisées et plus précisément de renforcer des politiques sécuritaires nationalistes, c'est-à-dire par exemple qu'on va justifier l'expulsion de demandeurs d'asile ou de réfugiés ou l'intervention militaire dans certains pays par la supposée protection des femmes. Éric Fassin, à ce sujet, il parle du nouvel impérialisme de la démocratie sexuelle pour dénoncer cette instrumentalisation. Et en fait, tout cet argumentaire hyper dangereux, il contribue à rendre toutes les dénonciations de violences subies par des personnes appartenant aux communautés stigmatisées totalement impossibles. Parce que du coup, il y a des personnes qui sont érigées comme coupables et monstrueuses par nature, et elles n'auront jamais le droit en fait au statut de victime. Donc c'est par exemple les personnes travailleuses du sexe, c'est les personnes trans, c'est les personnes gays, c'est les personnes handi, c'est les personnes précaires, et comme on l'a vu si récemment, c'est les ados racisés de quartiers populaires par exemple. Merci beaucoup Laetitia.
Ok, donc on a vu dans la première partie en quoi l'idéologie d'extrême droite est strictement incompatible avec le féminisme. J'espère que vous avez quelques billes, que vous repartirez avec quelques billes pour répondre aux personnes qui pensent le contraire. Maintenant, on va pouvoir voir toute une partie sur leur stratégie. Parce que vous le savez malheureusement, mais ces idées s'infusent un petit peu partout, dans notre entourage, dans les médias, en fait vraiment partout. Et donc on va voir ça avec Daphné. Et on va commencer par un focus sur les groupes fémonationalistes. Je t'en prie Daphné, merci. Alors, je vais commencer avec quelque chose qui va, je pense, en choquer plus d'une dans la salle, mais vous allez comprendre pourquoi. Il existe un féminisme d'extrême droite, il existe même des féminismes d'extrême droite. On l'a dit depuis le début, l'extrême droite est incompatible avec le féminisme, mais ça ne les empêche pas pour autant de se positionner sur le féminisme et de revendiquer un féminisme. Et je pense personnellement que c'est très important de l'aborder en tant que tel. C'est-à-dire que si on ne comprend pas les raisonnements des groupes et des idéologies d'extrême droite, si on ne comprend pas comment ils fonctionnent, on ne peut pas les combattre et on ne peut pas tout simplement les analyser de manière pertinente. C'est pour ça que je pense que ça peut choquer de dire qu'il existe un féminisme d'extrême droite, mais c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est un féminisme qui est pertinent, ça ne veut pas dire que c'est un féminisme qui est à défendre, et ça ne veut certainement pas dire que c'est un féminisme qu'on revendique, mais c'est une réalité idéologique et une réalité de fonctionnement. Alors, pour commencer, je pense que dans l'esprit un petit peu collectif, le groupe le plus en vogue et le plus connu féministe d'extrême droite en France aujourd'hui, c'est le groupe Némésis. Je pense que vous êtes assez nombreux à connaître, nombreuses surtout, vu la composition de la salle. Donc Némésis, c'est un groupe qui revendique un féminisme identitaire ou fémonationalisme. C'est-à-dire une idéologie qui trouve ses racines dans... C'était même pas volontaire. C'était pas volontaire, je suis juste stressée de parler devant beaucoup de gens, parce que je suis journaliste de presse écrite à la base. Et donc du coup Némésis qui se rattache au mouvement identitaire. Alors le mouvement identitaire qui est donc du coup un mouvement qui s'est énormément développé en France depuis la moitié des années 2000 à peu près. C'est le bloc identitaire, c'est Génération identitaire par la suite, mais c'est aussi le Bastion social pour celles et ceux qui connaissent. C'est évidemment des liens avec le Rassemblement national, avec le Front national auparavant, avec le GUD ancienne version et le GUD nouvelle version. Le GUD donc Groupe Union Défense, qui est un des groupuscules ultra-violents les plus présents en France, et ce depuis des années. Cependant, donc, Némésis revendique un féminisme identitaire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de temps, mais je vous recommande très fortement ce petit livre de Magali Della Souda, qui s'appelle « Les nouvelles femmes de droite ». C'est publié chez Hors d'Atteinte. C'est une très bonne porte d'entrée sur le panorama des positions de l'extrême droite par rapport à la question féministe, mais aussi à la question féminine de manière générale. Et c'est évidemment une référence au livre « Les femmes de droite », qui est une référence sur la question de pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui sont de droite, même si ça paraît être contre notre intérêt de base, que je vous recommande aussi, même s'il est daté. Bref, et donc du coup il y a la question du féminisme d'extrême droite, mais il y a aussi la question de l'antiféminisme des femmes d'extrême droite qui sont antiféministes. Donc, je pense par exemple à Thaïs Descuffon, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, qui ces derniers temps promeut une idéologie incel et antiféministe sur tous ses réseaux, mais je pense aussi à des groupes comme les Cariatides qui sont plus actifs depuis quelques années, et dont vous pourrez en savoir plus dans ce petit livre. Des Antigones, Belle et Rebelle, qui était aussi un site qui était lié à la mouvance identitaire, au bloc identitaire auparavant. Voilà, je pense que... en dire plus, ça vous encombrerait. Je pense que si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais voilà. Désolée, c'était un peu confus. Non, c'était très clair, merci beaucoup. Alors, on continue avec toi. Une seconde. Oui, comment
l'extrême droite essaye de rallier les votes LGBTQIA+, sachant qu'on a vu juste avant que c'était pas du tout des alliés. Oui, Asia, du coup, tout à l'heure a parlé de cette question, mais s'il y a un fémonationalisme, il y a aussi un homonationalisme. Ça peut être une surprise pour pas mal de gens, mais il y a énormément d'hommes gays au RNJ, donc au Rassemblement National de la Jeunesse, c'est-à-dire la branche jeune du Rassemblement National. La question de pourquoi elle se pose. Alors évidemment, ils sont au RNJ, ils ne sont pas dans des groupuscules qui sont ouvertement homophobes, pour des raisons évidentes, mais ils sont tout de même présents. Et cette question, elle se pose aussi parce que de la même manière que les féministes identitaires vont expliquer que les violences sexuelles, les violences de genre sont le fait de l'immigration, etc., l'extrême droite, et notamment des partis comme le Rassemblement national, vont expliquer que les violences homophobes sont le fait, voire même l'apanage exclusif de personnes qui sont issues de l'immigration, sont l'apanage exclusif de personnes musulmanes, alors que ce serait complètement oublié que, par exemple, l'Église catholique est profondément homophobe, que la Manif pour tous était propulsée et portée par toute une branche de l'Église catholique. Voilà, donc l'homonationalisme, c'est la manière dont l'extrême droite essaye de récupérer le vote LGBT, en se limitant pour le moment à tenter de séduire les hommes gays blancs et dans une très moindre mesure les lesbiennes blanches, mais beaucoup moins. Parce que, évidemment, en ce moment, ils sont très présents sur ce qu'ils appellent la théorie du genre, sur des polémiques transphobes. Il y a quelques années, ils étaient sur des polémiques homophobes, notamment au moment de la Manif pour tous, et puis bien évidemment bien avant. Aujourd'hui, ils se renouvellent avec des paniques morales transphobes. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est qu'il y a un discours d'extrême droite qui a pour but de séduire des populations LGBT et en fait de les monter contre d'autres populations minorisées. Et voilà. Et toujours avec Daphné, on va voir donc leur stratégie sur les médias, sur les réseaux sociaux, et comment ils traitent ces questions-là, et peut-être aussi un petit peu comment ils sont ultra financés. L'extrême droite, notamment sur la question des femmes, a théorisé quelque chose qui s'appelle le militantisme de clavier. Le militantisme de clavier, qui peut être une insulte utilisée contre certains militants qui ne militeraient que sur Twitter, c'est aussi quelque chose de théorisé qui a un but très précis. Dans le sens où, par exemple, chez les identitaires, les femmes peuvent beaucoup moins faire des actions de terrain, peuvent beaucoup moins se confronter sur le terrain à une opposition, qu'elle soit antifasciste ou que ce soit par exemple les forces de l'ordre lors de certaines de leurs actions. Et ils utilisent donc, les femmes sont encouragées à utiliser ce qu'on appelle le militantisme de clavier, c'est-à-dire militer sur Internet, militer sur les réseaux sociaux, produire du contenu idéologique et du contenu écrit qui a pour but de convaincre. Un exemple d'il y a une dizaine d'années, c'est le blog Belle et Rebelle qui était porté par les identitaires, dans lequel plusieurs militantes identitaires écrivaient et donnait à la fois des conseils pour être une militante identitaire, pour porter ce militantisme identitaire dans sa vie, dans sa foi pour celle qui était catholique ou celle qui était néo-païenne, dans sa vie de famille, etc. Mais donnait aussi des conseils pour fabriquer ses propres produits de beauté bio et ce genre de choses. Donc ça, c'est pour quelque chose qui a à peu près une dizaine d'années. Après, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Némésis. Némésis, elles sont hyper actives sur les réseaux sociaux, elles sont hyper actives sur Instagram, elles sont hyper actives aussi sur TikTok, etc. C'est pas anodin, c'est un moyen de tenter de convaincre. De manière générale, l'extrême droite est extrêmement active sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen juste de toucher énormément de gens. À l'opposé du spectre sur la question du féminisme, on trouve aussi des personnalités comme Thaïs Descuffon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Thaïs Descuffon, qui est l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, parce que Génération Identitaire a été dissoute, et qui s'est reconvertie en youtubeuse / tiktokeuse, qui auparavant nous faisait que du contenu identitaire profondément raciste, aujourd'hui qui nous propose un contenu donc incel, misogyne, antiféminisme, où elle nous parle de l'hypergamie des femmes. Elle nous parle de la nature profonde et essentielle des femmes, de comment est-ce que les relations hommes-femmes fonctionnent, etc. C'est un moyen aussi pour elle de
toucher un nouveau public qu'elles ne touchaient pas forcément auparavant. Ils utilisent aussi des passages médias plus traditionnels. C'est porté notamment par Vincent Bolloré. Je pense que tout le monde connaît Vincent Bolloré. C'est pas la peine de revenir sur la manière dont il pousse son idéologie. Mais par exemple, c'est des passages sur Touche pas à mon poste pour Alice Cordier, donc la porte-parole de Némésis, Thaïs Descuffon, Juliette Briens, qui est une influenceuse d'extrême droite et qui travaille aussi pour le magazine L'Incorrect. Donc, toutes ces personnes-là qui passent sur Touche pas à mon poste, qui passent sur CNews, qui passent sur Europe 1 aussi. Enfin, les 3 que j'ai cités ne sont pas passés sur Europe 1, mais spécifiquement, enfin pas à ma connaissance, mais c'est le passage de toutes ces personnes-là sur ces médias-là qui renforce aussi l'extrême droitisation du débat et ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que si on décale le centre du débat public vers la droite, ça fait que l'extrême droite paraît plus acceptable et plus normale, et en comparaison, la gauche paraît plus extrême et moins acceptable. Pour vous donner un autre exemple, c'est le rôle qu'a rempli Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle, avec ce décalage qui a fait que Marine Le Pen paraissait presque normale. Je dis paraissait presque normale, puisque je pense qu'on est toutes d'accord sur le fait que ce n'était absolument pas le cas, mais qu'elle a été normalisée dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle le processus de dédiabolisation, la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national, et tout ça a extrêmement bien fonctionné. Ça, c'est comment est-ce qu'eux s'emparent de l'espace public et de l'espace médiatique. Après, il y a la question de comment est-ce qu'ils traitent les féministes sur Internet. Le plus évident étant, bien évidemment, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont pu en être victimes. Donc, c'est le harcèlement de masse, c'est parfois le revenge porn, c'est les attaques sur le physique, c'est tout un tas de choses qui se passent sur les réseaux sociaux avec pour but tout simplement de faire taire toute opposition. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de comment est-ce que tout ça fonctionne. Bon, on a pu le voir, on est face à un énorme danger qui ne fait que croître. Je pense que c'est compliqué de ne pas en être convaincu, surtout aujourd'hui, surtout ces dernières semaines. Mais vous nous connaissez, on ne lâchera rien. Et du coup, la troisième partie est pour voir comment on va pouvoir les contrer. Et on va voir donc avec nos expertes ici qu'est-ce qu'elles recommandent pour lutter au mieux. Et ensuite, juste après, ce sera donc le tour des questions-réponses. Voilà, Laetitia, si tu veux. Alors déjà, je pense que, comme a dit Daphné, la première chose, c'est de s'informer. Enfin, les personnes avec qui j'ai travaillé aussi pour mon travail de recherche sont toutes persuadées de l'importance de connaître les rhétoriques d'extrême droite, les argumentaires, les discours, les instrumentalisations. Enfin, en fait, il y a une certaine frustration à devoir passer autant de temps à contrer ces discours, à les déconstruire, à fact-checker, à debunker. Enfin, c'est un temps énorme. Et je pense qu'il y a une frustration parce qu'elles aimeraient en fait pouvoir passer ce temps à présenter leur argumentaire, leurs revendications et leurs idéaux en tant que militants et militantes. Mais au lieu de ça, elles se retrouvent toujours à être dans la réaction, dans la réponse. Donc ça, c'est vrai que c'est frustrant, mais je pense que c'est quand même crucial de faire tout ce travail de debunking parce qu'il y a tellement de fausses informations qui circulent. Enfin, il y a des chiffres qui, elles, sortent de nulle part. Il y a des observatoires qui se créent et qui basent soi-disant leurs propos sur des études scientifiques qui sont totalement inexistantes ou bien dont la base de données, c'est genre 10 personnes. Donc démonter tout ça, c'est vraiment super important. Enfin, tout le taf d'analyse et de déconstruction, il est crucial. Il y a des collectifs aussi de personnes trans, antifa, qui font un taf de cartographie et de veille qui est hyper important et qui montre aussi les liens entre différents courants d'extrême droite, parce qu'il y a vraiment une énorme diversité d'acteurs et d'actrices, et parfois on ne se rend même pas compte en fait que c'est des actrices d'extrême droite. Enfin, là, je pense par exemple à certains collectifs écoféministes essentialisants qui ont des liens avec des mouvements d'extrême droite. Donc je pense que le taf d'analyse et de compréhension, il est important aussi pour comprendre pourquoi l'extrême droite marche autant, enfin comprendre les structures d'opportunités médiatiques et politiques dont a un peu parlé Daphné et qui offrent cette visibilité, mais aussi essayer de comprendre les peurs et les raisons
qui poussent certaines personnes à y adhérer. Après, je pense que dans la question de la réponse, il y a aussi différentes temporalités. Enfin, je pense qu'à court terme, il faut des réseaux d'entraide communautaire, parce que, comme on a dit, en fait, tout le monde n'est pas touché et impacté de la même manière, ce qui veut dire que tout le monde n'a pas accès non plus aux mêmes infrastructures de soins, de santé, de soutien. Et face aux risques encourus, c'est hyper important qu'il y ait à court terme des réseaux d'entraide. Et après, à plus long terme, je pense qu'il y a un taf commun sur une diversité de stratégies de lutte. J'utilise souvent la métaphore de la toile d'araignée, qui est en fait une métaphore utilisée par une militante écoféministe qui s'appelle Starhawk, qui est aussi sorcière. Et elle utilise cette métaphore pour décrire le fait que le paysage militant, il a besoin d'une grande diversité de tactiques, où en fait plein de personnes luttent à des échelles différentes et avec des approches différentes, mais dans le but de tisser la même toile d'araignée. Donc il y en a, ça sera faire de la désobéissance civile, il y en a, ça sera un taf de pédagogie, il y en a, ça va être des actions plus violentes ou des campagnes sur les réseaux, et il y en a d'autres, comme moi, ça va être le taf universitaire. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attelle à plein de tactiques différentes. Et aussi, il faut qu'il y ait des gens qui pensent aux alternatives, en fait, au système qu'on critique et qu'on veut démanteler. Je pense par exemple à la prison, je pense par exemple au capitalisme, qui sont des systèmes dont on oublie qu'ils n'ont pas toujours existé et ils peuvent ne plus exister. Mais le problème, c'est que si on passe notre temps à contrer, en fait, on n'imagine aucune alternative et on va se retrouver comme des cons et des connes après la Révolution à reproduire les mêmes systèmes. Donc je pense que ça, c'est un truc important. Et je pense qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent depuis longtemps, donc c'est chouette. Et après, comme a dit Daphné, je pense qu'on ne va pas se mentir, il faut des thunes. L'extrême droite a les moyens, ça se voit dans les cagnottes comme celles qu'on a mentionnées, ça se voit avec les détenteurs des médias, ça se voit avec la hauteur des financements qui nourrissent les actrices anti-genre. Donc ça, c'est un point crucial. Et concernant les médias, il y a des trucs très concrets qui peuvent être mis en place. En Belgique, en Wallonie, il y a ce qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et politique, qui en fait empêche certains partis d'extrême droite d'avoir un temps de parole libre à la télé ou à la radio en direct. Alors en France, on est loin de ça, avec TPMP qui offre un temps d'antenne cumulé à l'extrême droite en 2021 de 53% et de 3% à l'extrême gauche. Voilà. Donc, comme a dit Daphné, ça contribue à la normalisation et à la dédiabolisation de ces discours. Et on invite ces gens à déblatérer des dingueries pendant beaucoup trop de temps sous prétexte d'une supposée liberté d'expression. Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs très concrets et après il y a des trucs beaucoup plus abstraits comme le fait de continuer à cultiver l'espoir. C'est compréhensible vu le contexte et tout ce qu'on vient de dire, de sombrer dans le désespoir. Mais il y a une abolitionniste pénale afro-américaine que j'adore, qui s'appelle Mariam Kaba, et elle dit que l'espoir c'est un muscle et qu'en fait il faut le travailler tous les jours. Et moi je vous jure, c'est un truc où tous les jours je me dis, en fait on est plein à vouloir construire ensemble la toile d'araignée. Et du coup, moi, ça me donne de l'espoir. Super, merci beaucoup Laetitia. Assia. Déjà, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Laetitia. Et comme elle a très justement rappelé, l'extrême droite a des thunes. Et elle l'utilise à des fins politiques. Bolloré le dit lui-même. Il se sert des médias pour, je cite, « mener son combat civilisationnel ». Sur ce plan-là, on ne combat pas armes égales, on va être honnête. On n'a pas de quoi, pour l'instant du moins, racheter des médias mainstream, mais on a une force. C'est nous. Notre nombre fait notre force. Quand je dis « nous », c'est les militantes et militants féministes, antiracistes, LGBTQIA+, écologistes, des quartiers populaires, antivalidistes, syndicales, etc., etc. On est beaucoup. Face à cette menace et surtout face à l'urgence, j'insiste sur l'urgence, il est essentiel que nous nous organisions pour créer une union solide, capable de constituer un véritable front antifasciste. Toutefois, une convergence, j'appelle ça la convergence populaire, même si elle a un but commun, à savoir lutter contre l'extrême droite, ne se décrète pas. Surtout si elle doit s'ancrer et tenir dans le temps. Elle se construit à partir d'une base commune.
En parallèle, il est également nécessaire de multiplier des actions militantes. La convergence n'implique pas l'uniformité des actions, bien au contraire. Elles sont complémentaires et permettent de créer un rapport de force, notamment médiatique. Toutes les actions sont importantes pour lutter contre l'extrême droite et chaque militant et militante fait en fonction de soi et de ses propres limites. Mais je pense que pour passer le mur du son, visibiliser nos luttes et mener la bataille culturelle, il faudrait multiplier les actions de désobéissance civile en étant formé, bien évidemment, on ne fait jamais si on n'est pas formé. Je pense par exemple aux actions mises en œuvre par les militantes et militants écolos, mais pas que. Ces actions ont été non violentes, mais elles ont permis d'occuper le champ médiatique et de poser des termes dans le débat. Par exemple, une idée d'action que j'ai en tête, Lyon est une ville où l'extrême droite est en roue libre. Les ratonnades de milices fascistes y sont monnaie courante. On pourrait organiser une grande action antifasciste regroupant tous ces militants. C'est symbolique, cela permet de créer un récit, mais cela démontre qu'on ne lâchera rien et qu'on reprend nos espaces, et notamment cet espace public lyonnais gangréné par ces milices. Toutes et tous ensemble, menons la bataille culturelle, réoccupons tous les espaces, soutenons-nous dans nos actions et manifestations, soyons à la hauteur de l'urgence, prenons nos responsabilités et faisons un véritable front contre l'extrême droite. Comme on le dit, face à l'extrême droite, riposte antifasciste, mais à cela j'ajoute féministe, antiraciste, sociale, écologiste, LGBTQIA+, antivalidiste. Nous pouvons le faire et n'oublions jamais de le faire, mais toujours dans la joie militante. Merci beaucoup, Assia. Merci beaucoup, Assia. Moi, je suis en train de me muscler mon muscle de l'espoir, c'est ça? Trop bien. Les recommandations de Daphné. Ensuite, tour de questions-réponses. Moi, je vais donner des leçons de militantisme à personne parce que je suis journaliste et que c'est pas mon rôle. Donc, je vais pas vous dire comment vous devez militer, je vais pas vous dire comment vous devez lutter. Cependant, c'est Laetitia qui a évoqué le cordon sanitaire. Je pense que le cordon sanitaire doit s'appliquer absolument partout. Ce cordon sanitaire, il est très important dans le sens où c'est absolument nécessaire d'avoir une colonne vertébrale politique solide. Cette colonne politique vertébrale solide, elle s'obtient en étant absolument intransigeant, c'est-à-dire en refusant absolument toutes les dérives, tous les glissements possibles, que ce soit homophobie, racisme, transphobie, antisémitisme. L'antisémitisme est extrêmement présent dans les milieux de gauche aussi, on a tendance à l'oublier. C'est en refusant toutes ces choses-là, validisme aussi. Oui, j'ai déjà dit transphobie, je crois. Enfin bref, cette colonne vertébrale politique, elle est absolument nécessaire et en ayant connaissance à la fois des risques du fait de ne pas l'avoir, du fait d'avoir une petite scoliose, on va dire, et les manières dont cette scoliose peut arriver de manière très déguisée. Tout à l'heure, Laetitia a évoqué des collectifs féministes qui sont en fait essentialistes et transphobes. Je pense qu'on peut carrément les nommer. C'est des choses comme Floraison, qui sont portées par des mecs comme Nicolas Cazot, qui sont ouvertement transphobes, qui travaillent avec des transphobes, qui organisent des conférences transphobes. C'est des groupes libertaires qui se présentent comme nos alliés, alors qu'en fait, ils sont absolument essentialistes, ils sont absolument transphobes, ils sont contre les personnes LGBT. C'est toute une rhétorique qui voudrait qu'on aille demander à toutes les féministes juives quelle est leur position sur Israël. C'est ce genre de choses qu'il ne faut absolument jamais laisser passer, il faut toujours être vigilant, et je pense que c'est la seule manière d'avoir une vraie colonne vertébrale politique et la seule manière de vraiment progresser. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce qu'encore une fois, moi je suis journaliste, je n'ai pas de conseils sur quel mode d'action est meilleur qu'un autre. Je pense juste que c'est nécessaire d'avoir à la fois une base idéologique et une base de valeurs absolument solide et intransigeante. Voilà.
Super, bah merci beaucoup. Et c'est pas fini, c'est le moment des questions-réponses, c'est un moment important. Donc déjà, on a des personnes du public extérieur, pas militantes nous toutes, et puis on a des comités locaux qui viennent de toute la France aujourd'hui. Donc ça va nous permettre de pouvoir poser des questions sur les actions, enfin toutes les questions que vous voulez en fait. Donc on va faire tourner des micros. Non, un, ça va aller. Qui a des questions? Il y a cette question qui vient tout naturellement. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, on parle de nous sans nous. Alors, ces questions-là, notamment, nous sont directement concernées. Nous, les femmes afro-féministes, les femmes noires. Et vous avez effectivement soulevé nos problématiques en disant les femmes racisées subissent le plus de discrimination. Mais voilà, pour ma part, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas qu'on parle de moi. Je veux réellement une femme noire auprès de vous à parler de ces problématiques. Donc voilà. Pourquoi il n'y a pas, encore une fois, une énième fois, vous n'êtes pas les seuls en tant qu'intervenante, conférencière. Et donc ça se reproduit et ça, pour ma part, non, ça n'a pas lieu d'être. Et quand je vois des partenaires, notamment, qui œuvrent notamment à la lutte antiraciste, présents ici, réellement, il faut dire stop, il faut dire non. Je n'assiste pas à cette intervention s'il n'y a pas auprès de moi une femme noire. Donc ça c'est de vos responsabilités. C'est pas de dire « Ah, j'ai été invitée, donc après je suis arrivée et j'ai constaté, mais je n'ai rien fait en fin de compte. » Donc moi, je demande maintenant réellement de dire non. Jusqu'à la dernière minute, vous voyez, il n'y a pas, et ben vous intervenez pas. Parce que vous n'avez aucune raison, vous n'êtes pas pour moi légitime à parler de nos problématiques. Pour les femmes noires, j'entends bien. Ou sinon, aussi, vous positionnez. D'où partez-vous? D'où partez-vous réellement? Voilà, chaque intervention, c'est de le dire aussi. D'où on part? De quel prisme on s'exprime? C'est important. Voilà. Alors merci Pierrette pour cette intervention et puis de partager ton point de vue que beaucoup de monde partage et moi-même. Pour être totalement honnête, j'ai participé à l'organisation de cette conférence. On a contacté plusieurs personnes qui aussi par le temps pouvaient pas être disponibles, ce qui est normal et c'est de notre faute, on devrait s'y prendre en avance. Je partage tout à fait ton point de vue et j'espère que la prochaine fois tu pourras être avec nous ou en tout cas on fera bien sûr c'est pas qu'on n'a pas fait attention, hein, c'est que c'était là très compliqué d'avoir des intervenants disponibles. Je vois que tu tournes la tête, mais malheureusement, comme je l'ai préparé, c'était le cas. Et je comprends tout à fait ton retour. Et c'est pareil pour moi dans plusieurs cas, dans plusieurs réunions où je rapporte cette grosse problématique. On a beaucoup travaillé hier matin et ce matin, et ça remontait énormément des comités locaux, qu'on a un gros manque de diversité, qu'on doit beaucoup travailler là-dessus, que c'est à nous de mettre tout en place pour que tout le monde soit inclus. Et merci d'avoir partagé. Et ensuite, on peut discuter ensemble sans problème. Voilà. Une autre question. Merci. Moi, j'avais une remarque, en fait, désolée. Mais c'est peut-être une question plus générale, mais j'imagine bien qu'on ne va pas y répondre là, aujourd'hui, et je m'adresse à vous, mais en fait, je m'adresse aussi à toutes les personnes qui militent
dans des comités locaux. En fait, moi, je m'interrogeais sur la position de NT.org, en tout cas, sur la question de la justice. Parce qu'en fait, en se positionnant avec une base centrale qui sont les violences sexistes et sexuelles, du féminisme de NT au départ, avec sa création et tout ça, au final, on se retrouve dans des positions très police, justice, prison. Moi, j'interroge très fort la question de l'abolitionnisme pénal. Je suis abolitionniste pénal. En fait, je pense qu'il faut qu'on interroge ça, parce que du coup, on parle de fémonationalisme, mais en fait, le système judiciaire et policier, il est ultra raciste. Et du coup, si on dit juste, il faut, en fait, les meufs racisées qui déposent plainte, il y a beaucoup moins de chances qu'elles soient entendues. Les mecs racisés ont beaucoup plus de chances de finir en prison et d'avoir une peine judiciaire. En fait, du coup, je trouve qu'il faut qu'on s'interroge aussi vraiment profondément dans la question des violences sexistes et sexuelles sur qu'est-ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut réformer un système judiciaire ou est-ce qu'on veut détruire ce système-là et repenser complètement autre chose? Et j'aimerais juste, c'est en ce sens que je pense que c'est plutôt une remarque, j'aimerais juste qu'on ne laisse pas de côté ça, parce que j'entends qu'il y a un besoin demain matin pour les personnes victimes des fois de déposer plainte, une forme de reconnaissance, de système punitif qui peut-être répond aux besoins de certaines, mais en tant que collectif féministe, qu'est-ce qu'on prône, nous, en fait, vers quoi est-ce qu'on veut aller? Je pense qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus. Je veux bien rebondir. Je ne sais pas du tout pour nous toutes. C'est une conversation que j'imagine que vous devez avoir en interne pour savoir comment nous toutes va se positionner. Personnellement, c'est pour ça que j'ai cité Marianne Kaba, qui est abolitionniste pénale aux US. Je pense qu'en France, on est très en retard sur ces questions-là, et que la seule universitaire qui a aussi beaucoup travaillé dessus s'appelle Gwenola Ricordo en France, et a écrit pas mal d'ouvrages où elle traduit notamment des textes qui viennent de militantes afro-féministes autour de ces sujets. Mais je pense que la France est très en retard, mais qu'il y a plein de choses qui sont écrites là-dessus, et qu'il y a plein de personnes qui réfléchissent justement aux alternatives à la prison, qui, pour beaucoup de personnes en tout cas qui militent contre les violences sexistes et sexuelles, n'est pas une réponse. Voilà. Merci. Moi j'ai juste une question, je me suis absentée l'espace de 5 minutes. Est-ce que vous avez évoqué aussi, par rapport à l'extrême droite, la question internationale? Parce que ce qui se passe en France actuellement est extrêmement inquiétant, mais quand on pense à ce qui se passe en Hongrie avec Viktor Orban, ça fait flipper. Ah si, vous en avez parlé, donc moi j'ai peur. Comment on pourrait faire le lien, en fait, peut-être aussi avec les autres féministes de ces pays-là pour mieux les soutenir et justement faire face tout ensemble à cette espèce de saloperie qui est en train d'envahir quand même toute l'Europe. Excusez-moi, je pense à l'Italie, je pense à la Suède aussi qui a subi une vague, une vague donc d'extrême droite, etc. Et comment on peut faire pour se serrer les coudes et avoir peut-être se donner de la puissance, peut-être au moins à l'échelle européenne. Merci. Alors moi je ne répondrai pas à la question comment est-ce qu'on peut faire pour faire des liens, mais effectivement en tout cas du côté de l'extrême droite ces liens ils existent, que ce soit au niveau de petits collectifs et petits groupuscules. Némésis par exemple a une section en Suisse et une section en Belgique, assez peu actives, mais c'est des sections qui existent quand même. De manière générale, les groupes d'extrême droite ont énormément de liens à l'international, que ce soit par exemple en France, le Bastion social a énormément de liens avec les Italiens de Casa Pound. Enfin, le Bastion social n'existe plus, mais bref, les héritiers du Bastion social ont énormément de liens avec leur équivalent italien qui s'appelle Casa Pound. Il y a aussi énormément de liens avec les extrêmes droites d'Europe de l'Est, notamment les extrêmes droites ukrainiennes, ce qui est quelque chose qui mérite d'être développé énormément. Mais il y a aussi la question de l'Arménie. Les extrêmes droites arméniennes sont très liées avec les extrêmes droites françaises.
Je parle spécifiquement des extrêmes droites là. Et puis il y a aussi au niveau, alors que ce soit du Parlement européen, hein, le groupe Identité au Parlement européen, qui est donc le groupe qui regroupe tous les partis d'extrême droite au Parlement européen, vote systématiquement contre, par exemple, la préservation du droit à l'IVG, contre des directives européennes sur les droits LGBT, etc. Et puis oui, Marine Le Pen, par exemple, a eu pendant très longtemps des liens avec Viktor Orban ou des liens avec des financements d'une Russie extrêmement misogyne et homophobe. Enfin voilà, je n'ai pas de réponse sur comment est-ce que les mouvements féministes peuvent créer des liens internationaux. Je sais qu'il y en a des liens, par exemple, avec les Polonaises qui subissent un assaut concernant le droit à l'IVG absolument stratosphérique. Donc voilà, en tout cas, les liens en face, les liens à l'extrême droite existent. J'imagine que c'était au mouvement féministe et de manière générale à la gauche de les créer à l'international, même si une bonne partie existe déjà aussi. Il faut juste investir ces liens. Mais voilà. Juste sur ce sujet, je vais continuer à nourrir le muscle de l'espoir. Je fais en ce moment partie d'une recherche-action qui est transnationale en fait et qui est dans plusieurs pays d'Europe. Je vais faire un peu ma star et dire que je ne peux pas trop parler du projet. Mais en tout cas, il y a des liens qui sont tissés entre différents pays européens qui ont aussi des contextes très différents. Dans ce projet-là, il y a la Grèce, la Turquie et la France, par exemple, qui sont quand même dans des moments pas du tout pareils, mais c'est très important qu'il y ait des liens qui se créent entre féministes. Et donc, comme a dit Daphné, l'extrême droite est très organisée transnationalement, mais les féministes aussi. Et il y a des projets comme celui sur lequel je travaille où, en fait, il y a des fonds de l'Union européenne. Donc, la question des thunes peut aussi potentiellement être réglée de façon transnationale en arrivant à accéder à des fonds de l'Union européenne. Donc voilà, encore une petite dose d'espoir par-ci. Alors, je ne sais pas comment on peut réellement faire en tant que féministe, mais on pourrait s'inspirer d'une initiative qui existe chez les lesbiennes, où il y a ULC, qui est la conférence lesbienne européenne, qui permet de mettre en réseau des lesbiennes de différents pays, en Europe et en Asie, qui permet notamment d'agir directement. Par exemple, en Ukraine, quand la guerre a éclaté, les lesbiennes se sont mises en réseau et ont pu protéger, notamment les personnes lesbiennes et ou trans, pour les mettre à l'abri. Donc tous ces petits réseaux-là, on a des initiatives à faire, on peut s'inspirer de ce qui existe et les mettre en œuvre pour les féministes également. Moi j'avais une question sur un combat qu'on pourrait mener sur clavier pour répondre ou pour contrecarrer les masculinistes et les pseudo-féministes de droite sur Internet. Est-ce que vous avez connaissance parce qu'ils sont super organisés quand ils font des raids, est-ce que vous avez connaissance de groupes de défense en fait, alors qui n'adopteraient pas les mêmes tactiques parce qu'il ne s'agit pas d'aller contre-harceler quelqu'un d'autre, mais de faire monter, plutôt que de retweeter des comptes qui propagent des propos dégueulasses, d'aller plutôt faire monter des contenus de gens qui proposent faire monter les contenus des gens qui tiennent des discours antiracistes par exemple, et en tout cas de le faire de façon coordonnée, organisée. Est-ce que vous savez si ça existe, si ça fonctionne? Est-ce que c'est peine perdue parce qu'on ne sera jamais aussi nombreux et qu'eux ils ont tellement de temps libre alors que nous, déjà on fait le travail domestique et tout le reste. Donc est-ce qu'on s'engage sur ce combat? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, je m'interroge. C'est pas spécifiquement sur les réseaux sociaux, mais il y a un truc efficace qui existe sur Wikipédia. Wikipédia, donc c'est collaboratif, comme vous le savez. Et il y a des task force d'extrême droite sur Wikipédia, donc ont pour but d'extrême droitiser Wikipédia. Le contraire existe aussi. Il y a par exemple des groupes qui s'occupent de féminiser ou de créer des pages de personnes, de femmes, qui s'occupent de surveiller que par exemple les pages des personnes trans sont correctement genrées, ce genre de choses. Donc ça existe sur Wikipédia.
Voilà, c'est juste un exemple. Après, encore une fois, sinon, j'ai pas de leçon de militantisme à donner. Donc. Oui, alors moi j'avais juste un témoignage et une question. Déjà un témoignage puisque je suis élue, je suis conseillère régionale. Il ne faut pas oublier qu'au Conseil régional d'Île-de-France, on a Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine. On a Bardella et on a maintenant le président des jeunes frontistes qui était à la tête de ce truc d'extrême droite lyonnais. Donc très violent. Donc je voulais juste rappeler que Marine-Caroline Le Pen, le dernier amendement qu'elle nous a déposé, c'était pour qu'un film n'ait pas de subvention parce qu'il allait parler de transgenre. Et que le transgenrisme pour l'extrême droite, c'est quand même quelque chose de pas bien. Et moi, ma question, c'est plutôt la passerelle entre la droite qui se dit républicaine et l'extrême droite. Puisque moi, ce que j'entends dans l'hémicycle et ce que je vois régulièrement, ce sont les mêmes langages, c'est-à-dire l'anti-wokisme, l'anti-islamo-gauchiste, etc. Ce sont Madame Pécresse qui a quand même dans son équipe des gens de la Manif pour tous qui sont anti-IVG, etc. Et donc pour moi, il y a des passerelles. Il y a des passerelles et elles me font peur parce qu'elles sont surtout sur les jeunes, chez les jeunes. Et je pense que c'est aussi ça, contre ça qu'il faut lutter, puisque d'un côté, on a Madame Pécresse qui offre des subventions au planning familial et qui nous dit « Regardez, je suis gentille, je donne des subventions au planning familial ». Mais de l'autre côté, elle est avec des gens qui sont anti-IVG, elle refuse les subventions à ACT UP, par exemple, parce que ACT UP, ce sont des méchants, comprenez, ce sont des activistes. En fait, ils sont anti-activisme. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ça, c'est ma question. Ces passerelles-là, je pense qu'elles existent ailleurs aussi, pas que chez nous, pas qu'en France. Et pour moi, c'est un vrai danger parce que l'extrême droite n'est plus isolée. Elle prend dans cette droite qui se dit républicaine et pour moi, qui l'est de moins en moins. Je peux donner un exemple pour renforcer ça. Il y a quelques mois, à la une de l'Incorrect, on a vu une une qui était partagée entre Pierre-Romain Thionnet, le président du RNJ, ancien secrétaire général de la Cocarde étudiante, le syndicat étudiant d'extrême droite, qui faisait une interview commune avec Stanislas Rigaud, le président de Génération Z, donc l'organe de jeunesse de Reconquête, et avec un personnage qui pourrait paraître plus inattendu, mais en fait, quand on regarde son CV, ça ne l'est pas du tout, à savoir Guillaume Carayon, le président des Jeunes LR. Voilà. Mais oui, d'ailleurs, au niveau de l'organisation de l'extrême droite, évidemment, par exemple, la Cocarde étudiante, qui est un syndicat d'extrême droite, est un organe de recrutement pour le RNJ, et par la suite pour le Rassemblement national. C'est pas une nouveauté, mais c'est toujours utile de le rappeler, parce qu'ils essayent de se donner un vernis à partisans, ce qui est loin d'être le cas. Bonjour, moi c'était pour répondre à la question qui a été posée par rapport est-ce qu'il y a des groupes d'action d'autodéfense, on va dire, sur les réseaux sociaux. Moi je suis sur Twitter. Oui, on a, au bout de quelques années, fini par se reconnaître entre féministes, antiracistes, etc. Et de façon très informelle, à se coordonner. Bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas harceler en retour, mais de signaler des contenus qui nous semblent offensants, d'aller se soutenir parfois dans la rhétorique, les sources, les chiffres, etc., pour apporter des réponses et débunker, mais aussi d'avoir un petit espace aussi safe entre nous où on peut se lâcher. Je ne vais pas outer le nom du groupe ici. Par contre, si ça intéresse des gens, vous cherchez Jeanne de la Trêve Générale sur Twitter et je vous ouvrirai les portes avec plaisir de ce groupe. On sera encore plus nombreuses et on aura encore plus de poids. Bien, merci. On va pouvoir prendre encore 2 questions maximum. Alors. Bonjour à toutes. Moi, je vais faire un constat, parce que là, on est en train de parler de l'extrême droite, mais je pense qu'on a tendance à oublier que nous avons aussi son jumeau qui est aussi dangereux, notamment
Gérald Darmanin avec sa loi qui s'applique à l'île comorienne de Mayotte. Étant femme d'origine comorienne, cette loi me remplit de tristesse parce qu'elle a des conséquences vraiment dramatiques envers les familles. Notamment, dernièrement, l'ARS a fait appel à la stérilisation de la femme comorienne à Mayotte. Je constate qu'aujourd'hui encore en 2023, on essaye toujours d'entraver le corps de la femme, surtout si elle est pauvre et noire. N'ayons pas peur des mots. Et c'est plus possible. Aujourd'hui encore, une femme, on l'empêche l'accès, une femme enceinte, on l'empêche l'accès à un centre de soins à Mayotte. Elle meurt devant ce centre de soins et c'est pas grave. À croire que les droits fondamentaux, on a le droit de les bafouiller. Quand il s'agit, je ne vais pas faire ma victime parce que je me battrai, je me bats chaque jour. À Marseille d'ailleurs, avec le collectif contre la loi Darmanin, le collectif Marseille 8 mars, le collectif Révolte Permanent, on se bat, et mon association, collectif des femmes engagées comoriennes de France, on se bat chaque jour. Alors je ne suis pas une victime, je vais me battre, mais il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on indexe la Russie, ce qu'il fait à l'Ukraine, et au même moment, Darmanin fait la même chose à Mayotte. C'est pas normal. Et je trouve que les médias français n'en disent pas. Alors qu'est-ce qui veut nous faire croire, ce pays qui m'a vu grandir, que les droits fondamentaux, on les applique juste par rapport à la couleur ou le rang social? C'est pas normal. Voilà, et j'aimerais qu'on se batte tous contre ça parce que c'est inhumain, c'est criminel son application à l'île de Mayotte contre l'opération Wabuchu. Merci. Ça vaut peut-être un petit Darmanin d'émission, non? Bonjour Elsa, on est deux représentantes d'une association qui s'appelle Parents et Féministes. Parents et Féministes, on travaille sur les questions de parentalité, d'éducation, comment les penser sous un cadrage féministe. Et du coup, c'est plus une remarque qu'une question, mais nous, on observe très fortement que les questions de parentalité, aussi de discours nataliste, d'éducation, plus stricte, plus autoritaire, monte très fortement dans la société sous l'impulsion de l'extrême droite, avec pour le coup des discours au Parlement, donc qui sont déjà implantés aussi politiquement. Ça nous inquiète beaucoup et on trouve que c'est un peu sous les radars aussi de nos radars même féministes sur ces questions, enfin de montée de l'extrême droite. Bref, c'était plus une remarque. Et aussi vous dire que si vous êtes peut-être d'autres à être inquiètes par ces questions, peut-être on peut réfléchir ensemble, créer des ponts entre plusieurs collectifs. Mais très clairement, derrière, on va revenir à des sujets, on le voit bien avec les difficultés autour du débat sur l'IVG aujourd'hui, à faire passer cette constitutionnalisation. C'est vraiment aussi sous pression de l'extrême droite. Le retour, le discours nataliste qui dit il faut que les femmes reviennent un peu à la maison, fassent des enfants, pareil, quand même très porté par l'extrême droite. Les questions d'éducation, comment est-ce qu'on éduque nos enfants dans des valeurs féministes, on voit bien que tout de suite c'est très attaqué aussi. Et ces questions-là, c'est vraiment des chevaux de Troie pour l'extrême droite dans la société. Voilà. Ouais. Ah oui. Non, et juste souligner aussi le caractère particulièrement injuste, c'est-à-dire qu'on l'a bien vu, c'est en gros les femmes françaises de souche qui doivent faire plein d'enfants et les autres non, comme on l'a vu dans le cas le plus dramatique juste avant, et ça c'est évidemment pas possible. Et nous, ça nous inquiète beaucoup. Voilà.
Merci. Merci aux intervenantes. J'avais une question pour vous. Donc vous l'avez illustré par plein d'exemples. L'extrême droite est en montée en Europe, pas qu'en France. Leur discours parle de plus en plus. Vous nous avez donné aussi des pistes sur pourquoi, enfin ou comment, l'argent, les réseaux qu'ils peuvent créer. Moi, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à ajouter à ça, parce que je l'ai un peu déduit de vos discours. Comment l'extrême droite a eu un discours qui tout d'un coup s'est normalisé, s'est diffusé, est devenu acceptable. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments pour comprendre pourquoi une idéologie haineuse a tant de succès? Merci. L'extrême droite se nourrit sur la misère, tout simplement. Le capitalisme crée de la misère, le néolibéralisme à l'extrême tel que nous le vivons actuellement crée de la misère, l'extrême droite se nourrit de la misère, le fascisme naît du néolibéralisme. Enfin voilà, désolé, c'est un peu entre guillemets facile à dire comme ça, mais voilà, l'extrême droite se nourrit de la misère, parce que l'extrême droite se nourrit de la haine et de la peur de l'autre. Je ne vais pas vous faire Palpatine, la haine mène au côté obscur, mais c'est un peu ça quand même. De toute façon, Star Wars est une œuvre politique pour votre information et antifasciste. Mais voilà, juste l'extrême droite se nourrit de la misère puisque là, quand on va mal, quand on souffre, quand le monde va mal et que tout autour de nous va mal, on cherche des raisons de pourquoi ça va mal. Et l'extrême droite, plutôt que de pointer ce qui est la réalité, à savoir que c'est un système et que c'est même plusieurs systèmes, c'est un système capitaliste, un système patriarcal, un système raciste qui fait que la situation est ce qu'elle est. L'extrême droite pointe des boucs émissaires et quand on souffre et qu'on cherche une raison de pourquoi on souffre, c'est plus simple de voir les boucs émissaires. Voilà. Bon, on arrive à la fin. Déjà, c'était court mais intense. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi avec nous. Et puis, on a du pain sur la planche, mais on est prête. Voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.